Bienvenue chez nous sur Radio Armada. Voilà, c'est Destin Animé, on est de retour. Eh oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on disparaît pas pour très longtemps. On se retrouve pour 1 heure, voire peut-être un peu plus, avec un autre artiste. Ce soir, c'est un peu on enchaîne, hein, David, hein. Bah oui, mais c'est très bien. Non, soit pas d'artiste. Armada, on aime Oui. les artistes et on Mais se oui. donne le temps, Oui. l'espace nécessaire pour les recevoir. Puis ce qui est formidable, surtout, c'est qu'on a des artistes qui sont connus, puis d'autres qui sont moins connus ou pas connus, et on découvre. C'est Et ça, c'est génial de pouvoir. C'est ce mélange qui est, oui. qui est intéressant. C'est ça qui est bien, c'est Hein de faire des découvertes, de se rencontrer. C'est ça qui est important. Tout à fait. Alors donc, on se retrouve avec un artiste, je dirais un artiste au pluriel. C'est un artiste, d'ailleurs, il est un peu comme Un couteau suisse aussi. Ouais, voilà, t'as compris. C'est aussi un couteau suisse. Il y a plein d'éléments autour de ce truc-là. Quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, il peut exprimer des choses sur le plan artistique. Une grande expérience de vie, une singularité, parce que j'ai lu un petit peu, hein, j'ai gratté, j'ai épluché. Donc, je vous donne au moins son nom quand même. C'est comment son nom? Alors, Éric Lemignon. Exactement. Voilà. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. C'est quelle origine, ça? C'est breton. C'est breton. C'est breton, oui, tout à fait. Un grand de la salut à ville nos amis de la bretons. ville de Mignon, d'ailleurs, en Bretagne. D'accord. De toute façon, Tout simplement. tout simplement, voilà. Parce qu'en fait, Voilà, alors on vous l'a dit, c'est un couteau suisse, il s'appelle Éric Lemignon. C'est il est coach d'artiste, il est manager, professeur de théâtre, David, formateur formidable. en prise de parole. N'est-ce pas? Coach de vie et de développement personnel. Il va nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire au juste. Et bien entendu, comédien et metteur en scène exactement. aussi, n'est-ce pas? Oui. Alors voilà, plus de 35 ans qu'il est multipolaire, on le disait, on parlait du couteau suisse, hein, il est multipolaire, c'est comme ça. Il adore partager sa passion, la passion de son métier, transmettre son savoir-faire, c'est ce qu'il précise Essentiel régulièrement. aussi, c'est essentiel de transmettre. Transmettre, Bien sûr, voilà, c'est important. tout à fait. Donc bonjour Éric. Eh bien, bonjour et Ben, merci bonjour. de m'accueillir. Est-ce que il y a comment à chaque début d'émission il y a une chose traditionnelle, on pose la question, est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de définition de profil, un portrait, un autoportrait de toi? Autoportrait, donc ça peut être dans le sens où, voilà, moi je fais du spectacle depuis que je suis, pas 35 ans, comme on dit. 35 ans, c'est ce que j'ai Donc précisé. voilà, parce que comment dire, ça a toujours été une passion, le spectacle. Je peux pas vivre sans. Bien J'ai sûr. besoin Il faut de- que tu te rapproches un tout petit peu du Bah, monde. Voilà. J'ai besoin de vivre avec le spectacle. Sinon, je m'ennuie. C'est un petit peu ça. Et donc, voilà, j'ai commencé en fait par rapport au cinéma au départ, puisque j'ai fait une formation au niveau de l'armée. En ce qui concerne, donc, c'était un peu les studios où sont sortis Claude Lelouch, entre autres, pour J'ai être vu ça, assistant réalisateur. Et puis, donc, on avait fait un court-métrage, et puis qui avait été au festival d'Arcachon à l'époque, et passé sur FR3 en 1985-86. Donc, ça remonte un peu. Et puis après, j'ai rencontré un ami qui s'appelait Yves Mariotti, qui était metteur en scène, producteur aussi, et qui adorait les spectacles. Et il m'a proposé de travailler avec lui en collaboration pour pouvoir faire des gros spectacles. Alors qu'on avait le premier spectacle qu'il m'a proposé, c'était Charles VI, le roi perdu à l'époque. Oula, 400 mètres carrés de décor, des chevaux dans un gymnase. C'est du Robert Hossein, là. C'était dans la même optique d'ailleurs de Robert Hossein. Je dis ça avait parce que été j'ai travaillé convié à- avec Robert, hein, c'est pour ça Voilà. que je dis ça. Voilà, Mais, il avait été convié pour ouais. venir voir et puis pas de chance, il a dû s'absenter à la dernière minute, mais il nous avait laissé un télégramme en disant qu'il s'excusait, mais de lui envoyer après la vidéo du spectacle ensuite. Mais voilà, donc on a commencé par ce gros spectacle qui était un pari fou. Et ça se passait où, ce spectacle? Alors c'était dans le Val d'Oise à Survilliers, D'accord. exactement. Et c'était en plein air, alors? Non, là, c'était dans un gymnase. Wow. On a pris le gymnase. Aujourd'hui, ce serait compliqué d'avoir les lieux. Mais à cette époque-là, on avait réussi à obtenir, pendant 3 semaines, un mois, l'immobilisation du Et gymnase. c'était quelle année, ça? C'était en 1990-91. Oui.
Voilà. Et ce spectacle a été... Donc, on a 400 mètres carrés de décor intérieur, donc sur 6 ou 7 décors. Et on avait fait rentrer des chevaux dans le gymnase. On a refait la forêt du Mans dans le gymnase avec des sapins qui mesuraient plus de 15 mètres de haut. On nous avait appelés les fous à ce moment-là. Et vous étiez fous. Voilà, il a fallu convaincre. Il y avait une centaine de comédiens sur scène et une trentaine de techniciens. Donc 180 projecteurs. Robert bref, c'était c'était vraiment Robert, gros, exactement ça. voilà, tout à fait. Chose, ouais. Et c'est vraiment le spectacle qu'on aimait, et donc on s'était dirigé là-dessus. Et puis on a travaillé donc cette collaboration avec Mariotti pendant plus de 20 ans. Et on est toujours amis. Lui, maintenant, il s'est installé en Corrèze. Il fait des spectacles sur le château de Pompadour, avec la compagnie Covadis. Et puis moi, j'ai toujours la compagnie de théâtre surveillée qui s'appelle Légende depuis 35 ans. On a fait de nombreuses tournées aussi, spectacles. On a fait beaucoup de spectacles historiques, mais on a fait beaucoup aussi de spectacles. On a fait du cabaret aussi. J'ai fait du cabaret où j'ai chanté aussi sur scène. J'ai fait même du striptease. Enfin bref, j'ai fait un peu plus de tout. Et puis donc, on a fait aussi de la pièce de boulevard aussi. Et pendant 35 ans, ça continue. L'aventure continue. Alors, j'avais l'intention qu'on aborde ces questions de théâtre, de cinéma. Et avant, je voulais pas du tout qu'on s'en débarrasse, mais que tu nous expliques un petit peu c'est quoi coach de vie. C'est quoi? C'est accompagner les autres dans une réalisation d'objectifs personnels? Alors exactement. Alors le coach de vie en développement personnel, on est là, donc on n'est pas des conseillers, comme on dit toujours. On est là pour accompagner des personnes dans une problématique bien précise. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de changer d'emploi et qui n'ose pas le faire, qui ne sait pas s'il a les capacités ou le faire, on va travailler ensemble là-dessus, par exemple. Donc on va commencer à poser des questions sur avec ce qu'on appelle la roue de vie, par exemple, avec plusieurs étapes. On va travailler sur le côté personnel, on va travailler sur le côté professionnel, on va travailler sur plein de choses pour essayer d'avoir le maximum d'informations pour bien diriger la personne. Mais en fait, on lui pose que des questions qui vont lui permettre de se poser ces questions-là et de se dire: ah, mais finalement, j'ai peut-être ça qui peut m'aider à faire ça, pour découvrir. Et on va jusqu'au bout. Généralement, ça se passe sur à peu près entre 13 et 15 séances. Et on va, jusqu'à faire signer cet objectif par un tableau à la fin, où la personne va devoir se réaliser. Et donc, voilà, c'est tout un accompagnement. Alors, ça peut être sur différentes problématiques. Ça peut être quand on a quelqu'un qui n'est pas très bien dans son couple. Ça peut être sur plein de domaines. Ça peut être aussi un accompagnement, un soutien. Et un soutien. À prendre conscience de ses propres potentialités. Exactement. Et donc, et donc ça permet de les accompagner. Et donc, du coup, des personnes qui arrivent à changer de vie, du coup, ou des personnes qui n'osaient pas, par exemple, là, il y a des gens qui aimeraient bien être dans le milieu artistique et qui n'osent pas faire le premier pas, qui n'osent pas et qui pourtant ont les capacités de le faire. Eh bien, on va les accompagner, on va les aider là-dessus. Et en même temps, par rapport à coach d'artiste, moi, ça m'aide aussi à permettre de voir aussi sur certains aspects de pouvoir aider les artistes quand ils ont des problèmes, parce que bien souvent on sait que beaucoup d'artistes sont des écorchés vifs, ont beaucoup de problèmes, des trucs comme ça. Ça permet de résoudre ces problèmes-là aussi pour pouvoir qu'ils puissent aller plus loin dans leur domaine. Voilà. D'accord. Et la durée de la relation avec la personne, c'est variable. Ça peut durer des mois et des mois, voire des années. Tu peux suivre des personnes comme ça, ou alors c'est relativement court. Alors, tout dépend de la problématique. En coaching de vie, on va sont généralement 113-15 séances maximum. Si après, il faut aller au-delà, on peut toujours aller au-delà. Mais généralement, en 13 séances, c'est terminé, quoi. Voilà, on arrive au bout, le dernier truc. Après, on suit la personne. De temps en temps, elle peut nous appeler, si se dire par rapport à tel objectif, j'ai pas forcément réussi ou autre, j'aurais besoin d'être aidé un petit peu plus. Dans ces cas-là, hop, on va se reprendre des rendez-vous et puis on continue pour voir. Mais généralement, au bout de 13 séances, c'est terminé, quoi. Terminé. La personne arrive à voler de ses propres ailes, à trouver ses fonctionnalités. Est-ce que notre ami Serge Gainsbourg, il a déjà pris les cours il a eu le droit à un accompagnement? J'ai pas un accompagnement, j'ai accompagné. J'ai accompagné une petite cocotte que j'ai fait chanter, mon petit gars.
Oui. Oui, on en connaît une. Oui. Petite Whitney Houston. Ah oui, celle-là, j'ai voulu l'accompagner, elle n'a pas voulu. Chier, merde. Quelle Elle a pas audace. voulu. Tu as fait même des sacrées bon, propositions. Bah, ouais, mais bon, elle était bien, la petite, petite Whitney. Ça se rappelle très bien du passage chez Drucker. C'est à peu près ça, hein. I Exactement. want to fuck you. Non, il veut vous offrir des fleurs. I'm not Gorbatchev, you're not Reagan. J'ai dit que je voulais la baiser. C'est ça, exactement. Ah en ouais, direct, c'était- ça, Mais il c'était a en fait ça pour direct. se marrer en plus. On le voyait. D'ailleurs, il regardait il regardait dans le barco Mm. pour regarder, puis il se marrait lui-même, quoi. Il avait Bien fait ça sûr. pour rigoler, c'est tout, pour me provoque. C'est vrai. Ah oui. Et alors, il y a combien de temps que tu pratiques cette passion-là? Ça fait combien de temps et Alors pour le coaching de vie, Ouais, ça coaching de vie. fait 3 ans. J'ai passé le diplôme en 7 mois parce que je me suis dit justement pour accompagner les artistes, ça allait pouvoir être un plus. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc j'ai fait la formation, j'ai passé le diplôme en 7 mois pour pouvoir justement aller le plus vite possible, sachant que je montais mon entreprise aussi, auto-entrepreneur, de façon à pouvoir mieux gérer aussi en même temps les émotions des artistes, parce que ça aussi, on sait qu'ils ont besoin de se confier aussi. On est un peu les confidents aussi en même temps, quelque part. Donc, ça Oui, parce permet que ça d'aider. mélange un peu tout. Ça mélange un peu tout. On travaille beaucoup sur l'émotionnel. On travaille Et sur tu as beaucoup- coaché par exemple, des comédiens pour des films, des choses comme ça? Alors, je coach ça m'est arrivé là, j'ai coaché une jeune actrice au Canada qui voulait passer le conservatoire. D'accord. Donc, je l'ai fait travailler pour travailler sur elle-même, pour qu'elle puisse. Donc, elle a passé la première partie. Elle avait réussi donc la première partie. Et la deuxième partie, elle a échoué parce qu'il lui manquait quelque chose pour pouvoir, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais en coaching pour les comédiens, par exemple? Comment tu... Là, on travaille beaucoup sur les techniques, sur les techniques théâtrales. Moi, je travaille beaucoup sur le souffle, la respiration, la voix, sur la diction, l'articulation qui est Oui. importante, Oui. le débit aussi qu'on peut avoir. C'est pour ça que ça aussi, la formation en art oratoire, ça sert énormément aussi pour pouvoir justement arriver à pouvoir être à l'aise à l'oral. Je ça, fais c'est le travailler travail- beaucoup les étudiants aussi C'est le là-dessus. travail que devraient faire les professeurs dans certains cours de théâtre où ils ne le font pas. Moi, j'ai Exact. fait des cours pendant 2 mois, ça m'a servi à rien du tout. Non, que moi je Et- fais vraiment et tout on style. apprend, et ça c'est très important. de pouvoir, Exactement. Bien sûr. la voix, le déplacement, Voilà, ces ça- choses-là. Ça permet aussi les artistes aussi de les préparer, ne serait-ce que pour les interviews radio Bien sûr. ou pour télévision aussi. Ça permet d'être plus à l'aise aussi pour pouvoir parler, avoir un certain débit, parce qu'on sait que si on a un débit trop lent, on va endormir le public. Si on a un débit trop rapide, ils vont se parler entre eux parce qu'ils vont se dire qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Dès que le premier mot est arrivé, vous avez fini Et est-ce la que fin tu du. fais l'exercice avec le masque blanc? Parce que j'avais... Oui, c'est tout ce qui est la comédie dell'arte, Ouais, non, mais parce que c'est surtout l'expression. aussi pour le corps. Bah oui, pour le C'est-à-dire corps. que quand on a le masque blanc, on n'a pas le droit de s'exprimer ni rien. Non. Et en fait, C'est le corps qui s'exprime. Et c'est avec le corps qu'on doit montrer ce qu'on fait. Parce en fait, j'ai eu la chance d'avoir un prof de théâtre. Mm. Je ne me souviens plus de son nom. C'était en 82. À l'école, j'avais pris les cours de théâtre le vendredi. Et il nous faisait faire ça. Ouais. Et c'était Moi, je le formidable fais parce aussi. qu'on apprend le corps, on apprend. Et après, ça sert... Exactement. Ça permet aussi que, surtout que les artistes arrivent à maîtriser leur corps, à jouer avec leur corps, ne plus avoir peur de leur corps, parce que bien souvent, il y a beaucoup d'appréhension, surtout quand on est jeune comédien, surtout sur certaines scènes de toucher ou autres, c'est difficile. Et on arrive à passer le cap avec ce genre, le masque et tout Et comme moi, ça, ça m'a c'est servi. beaucoup plus facile. Quand je travaillais à Disney, je faisais les personnages. Mhm. Les gens me disaient, tu fais vachement bien les personnages et tout. Et je pense que ça m'a beaucoup servi. Parce Sûr. qu'on apprend après à bouger comme le personnage, à faire le truc. Enfin, on a plus de facilité après. Parce que ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je posais la question. C'est pour ça, mais voilà, moi, de toute façon, même dans les cours de théâtre que je donne, par rapport à mon école de théâtre, tous les jeudis, donc sur mon sou, je travaille toutes les techniques. Non, c'est Parce bien. que c'est hyper important, comme je leur dis, vous ne serez pas forcément tous, ne vont pas devenir des acteurs professionnels ou des comédiens professionnels ou des ça chanteurs, aide. mais dans votre vie, ça vous servira
Vous allez en entreprise, vous avez besoin de parler, savoir parler avec l'estomac et non pas avec la gorge, Bien sûr, c'est ça va très vous important. aider, surtout quand vous parlez toute la journée. Le souffle, la respiration, savoir le prendre Puis ça donne correctement. plus de... Et ça donne plus d'impact, plus d'assurance, d'offres et d'assurance également. Donc tout ça, je leur apprends, mais vraiment le tout, et de façon à ce que les gens soient à l'aise. Et tu leur parles un peu des vieux comédiens, enfin de Jouvet, de tous ces gens-là. Ah oui, mais généralement, Parce qu'il faut je leur aussi fais... qu'il y ait cette culture. Ah mais de toute On leur façon, donne alors moi plus non plus. je prône énormément la culture et donc je fais travailler des textes qui peuvent aller de Jouvet, je peux aller encore plus loin, je c'est travaille bien, du ça. Shakespeare, je vais même travailler jusqu'à de la tragédie grecque. Ah ouais. Pour leur montrer qu'il y a différents styles de théâtre, d'expression aussi. Donc ça, c'est important. Parce que ce qu'il y a de bien aussi, c'est Audiard. Parce que Audiard faire travailler aussi. les textes d'Audiard, Oui. parce que c'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile. On pense que c'est comme ça, mais Non, c'est pas c'est balancé très, très comme dur. ça. Et mais c'est vrai que quand on y arrive, quel bonheur avec complètement. ces On textes. va te faire maintenant une petite surprise. On va te faire une petite surprise, tu t'y attendais sans doute pas. C'est une artiste dont tu as la charge, une artiste que tu fais programmer dans plein de régions de France. Grâce à toi, d'ailleurs, elle joue dans beaucoup de salles. C'est surtout aussi elle qui en trouve énormément aussi, qui tourne pas mal aussi. Écoute, si tu veux bien, tu t'y attendais pas, mais on va l'appeler. On va voir si on peut l'avoir au téléphone, parce que tu sais que Nathalie Boileau, c'est aussi. on la connaît, Nathalie. Voilà, et aujourd'hui, elle est en tournage. Elle est en tournage. Elle nous rend visite régulièrement. Parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, on a assez parlé au téléphone. Généralement, de toute façon, je l'ai tous les jours, donc. Donc là, ça sera la troisième fois de la journée. Encore Mon Dieu, c'est encore. Oui, mais là, t'es sur Armada, là. Bonjour, Nathalie Boileau. Vous entendez? Un message. On appelle ça un répondeur. Je le fais écouter parce que après je vais dire à Nathalie ce soir on t'a appelé. Tu veux pas me croire? tu veux pas Bah, nous écoute laisser un l'émission. Tu vas voir. Non, mais elle va nous rappeler, je pense. Mon père me Elle dit va- il faut elle toujours va rappeler rappeler. 2 fois. Voilà. Comme ça, quelquefois, on sait. Mais si on peut lui laisser un message tous ensemble en lui disant rappelle-nous, nous sommes sur Armada. Dans 3 minutes, on la rappelle et puis on laisse le message Ah, si collectif tu veux, si elle ne répond pas. Donc, En attendant, on va poser une question supplémentaire à notre ami Eric. Alors, c'est vrai que multitude de choses que tu as fait, de centres d'intérêt que tu développes, c'est pas toujours évident de suivre ton fil rouge. Il est tellement riche. Il y a une telle diversité d'activités artistiques. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce métier? À quel moment la bascule s'est produite chez toi? Là, je parle du théâtre, du cinéma, tout le domaine artistique. Ça a toujours été, je dirais. Après, comme on sait beaucoup, bien souvent, c'est quand on est jeune, qu'on veut faire ce métier-là, on a souvent les parents qui nous disent derrière, passe ton bac, ou fais des études d'abord, c'est pas forcément un bon métier, tu vas pas gagner ta vie. Enfin, on entend des vertes et des pas mûres, on entend de tout. Et moi, j'ai toujours été. Et un jour, j'en ai eu marre. Je suis parti. J'avais de toute façon, j'ai même pas eu le bac de toute façon. Donc voilà, faut être franc. J'ai même pas eu le bac de toute façon. Donc voilà, j'ai eu le bac pour traverser la rivière, mais seulement les 3 non-bac. Oui, tout à fait. Non, tout comme ça. Ouais, j'ai même pas eu le bac en plus. Et un jour, j'ai eu l'opportunité par l'armée de comment dire, parce que je faisais déjà un petit peu de à faire des petites choses au niveau théâtre, mais c'était pas toujours facile et évident. Donc, quand j'ai pu avoir cette formation militaire qu'on me proposait, donc du coup, j'ai dit OK. Au service Du CIRPA Marine, militaire, tout comme ça, qui a permis que je puisse faire cette formation. Et j'ai, avec, à l'époque, c'était Anne Sicard, qui m'a enseigné la réalisation, le cinéma, et on avait tourné un court-métrage qui était en hommage justement à Claude Lelouch. D'accord. Parce qu'il fallait qu'on rende un hommage. Et dans le jury, il y avait donc Claude Lelouch et il y avait Sandrine Bonner qui débutait à l'époque, comme ça. Donc voilà. Et puis donc ça, c'était super sympa. J'étais content d'avoir fait ça. Et puis après, le cinéma étant, à l'époque, c'était moins évident. On n'avait pas les réseaux sociaux, c'était évident. Il fallait se déplacer partout, il fallait être comme ça. On trouvait plus facilement. On pouvait travailler plus facilement. On pouvait travailler plus facilement. Il y a tous les agents et machins là qui se prennent pour les artistes. Ah oui, c'est insupportable. C'est dément aujourd'hui.
on pouvait travailler. Mais on travaillait quand même un peu plus. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion après de me diriger sur le théâtre. Et je me suis beaucoup plus intéressé au théâtre parce que j'ai vraiment trouvé ma place. J'ai trouvé parce que le théâtre, pour moi, c'est une famille. Oui, il y a le public. Ouais. Déjà, ça, c'est génial. Quand on est sur scène, qu'on interprète des personnages, d'avoir son public, on a envie de donner, le public donne encore plus et on en donne encore plus et ça va de plus en plus loin. C'est pas pareil que le cinéma. Le cinéma, c'est figé. Hein. Puis le cinéma, c'est figé. Je dirais, c'est vrai, bon, j'ai vécu les deux en tant qu'acteur débutant, hein, c'était un peu ça. Et puis après, en tant que comédien de théâtre, et je préfère beaucoup plus le théâtre qu'en tant qu'acteur de cinéma. Et par contre, en tant qu'assistant réalisateur, quand je faisais de la réalisation, là, j'aimais bien. C'est parce qu'il y a beaucoup de trucs. On travaille sur les techniques, avec les techniques modernes qu'il y avait. Bon, à l'époque, on était encore avec les premières caméras vidéo qui étaient les Betamax, les grosses Betamax à 20 kilos sur les épaules. Et tu as travaillé avec qui En fait, c'était une équipe. J'ai travaillé avec Anne Sicard, qui était, qui travaillait beaucoup dans le cinéma et qui était auteur-écrivain aussi en même temps. Et après, donc, les autres, on n'était pas connus. C'était une équipe qu'on avait réussi à constituer pour tourner ce court-métrage avec Yann Ledivelec à l'époque. C'était Maud Wang qui était l'actrice principale. Mais après, tu as travaillé avec des gens sur des choses un peu connues, tout ça un peu... Pas forcément. Après, je me suis dirigé directement sur le théâtre où j'ai vraiment pris en main en tant que metteur en scène. Au début en tant qu'assistant, et puis après j'ai pris la direction sur des gros spectacles. C'était ce que vous aviez fait vous, ou tu as été travailler dans des théâtres à Paris ou... J'ai que des créations qu'on a réalisées nous. D'accord. Ah oui, donc tu as fait tout. Tout. J'aime beaucoup. On a fait des tournées spectacles et tout. J'ai même fait le festival de Collonges-la-Rouge, qui est un magnifique festival dont la présidente c'était Madame Biraud. Oui, d'accord. La veuve de Maurice Biraud, du comédien et d'acteur Maurice Biraud, qui faisait beaucoup de tournées à l'époque. Oui. Et là, on n'a jamais été aussi bien accueillis dans les festivals. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais vraiment, on est vraiment accueillis comme des rois, quoi. Elle me dit, bah oui, parce qu'à l'époque, quand on faisait les tournées avec Maurice Biraud, eh bien, c'était compliqué parce que des fois, on était très mal reçus. Oui. Elle dit, moi, je veux le contraire. Des artistes. Et puis, voilà. Et alors que là, elle disait, je veux que les acteurs, les comédiens puissent revenir et envie de revenir. Et donc, du coup, on était super bien accueillis. C'est ça qui était génial. Louis de Funès, il a fait du théâtre. Je sais plus. Est-ce qu'il a fait du théâtre? Il a fait, oui. Il y avait du théâtre. Déjà Oscar, il y a eu La Valse des Toréadors. Alors tu as fait quoi? La Valse des Toréadors, j'ai fait Oscar. J'ai fait comme ça. La Valse, j'ai fait au cinéma. Oui, au cinéma. C'était au cinéma. Sur scène. Oui, il a fait 3-4 pièces. Après, j'ai plus toutes les pièces, mais il en a fait quelques-unes. Puis ça y allait. Tu sais que Oscar. Je sais qu'il avait acheté la maison, son appartement, il était juste en face du théâtre. Il dormait toute la journée et il partait le soir vers 6h et tout. Et après, sur scène, c'était infernal. Et il perdait 3 litres d'eau par jour. Oui, c'était 4 litres d'eau par jour. Et alors, sur scène, il paraît qu'il était au début... je sais plus, il y a quelqu'un qui frappait à la porte, il disait « Oui, qui c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Comme ça, il disait un truc comme ça, et les gens étaient déjà en train de se marrer. Ouais. C'était fou. Les gens rigolaient, les gens. Maria Paco, me paraît-il, a été très jalouse. Parce que je connaissais Laurence Badi, tu sais, qui faisait la... Oui, avec ça. C'était une voix particulière que j'adorais. Quand il faisait le nez, il se mettait après sur le divan, et elles, toutes les deux, elles étaient face à lui, puis il faisait des grimaces. Alors évidemment, Laurence Badi, elle rigolait. Et l'autre, elle n'était pas contente, elle disait, il a encore fait le con. Elle n'était pas contente du tout. Et lui, il en rajoutait. Bah oui, c'est le but. Est-ce qu'il y a des comédiens ou des metteurs en scène ou des gens de théâtre qui t'ont donné vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans ce métier? Comme on disait tout à l'heure, Robert Hossein. Tu as vu les spectacles de Robert? Oui, j'en ai vu quelques-uns. Oui, j'en ai vu, mais je me régale, quoi. C'est vraiment un personnage qui m'a attiré à faire justement la mise en scène de gros spectacles. Et puis voilà, et après il y en a eu d'autres. Mais vraiment, moi, la passion, c'est aussi transmis par Yves Mariotti, qui lui m'a vraiment aussi appris énormément du métier. Ouais, pour moi, voilà, c'était un mentor
Comme j'ai eu aussi comme mentor Philippe Touzet, qui est auteur de théâtre aussi, et qui m'a formé d'ailleurs en tant que comédien pendant 4 ans, avec son école de théâtre. Il s'appelait la Compagnie de l'Encrier à l'époque. Et on s'était rencontrés sur une station de radio en direct. Et puis c'est comme ça qu'était née une amitié. Et puis je lui avais dit. Et il a joué un rôle décisif parce que moi, en fait, en tant que metteur en scène, moi, je voulais absolument avoir cette formation de comédien pour pouvoir avoir les limites où je pouvais aller en tant que metteur en scène pour pousser un artiste pour le faire travailler. Ah oui, c'est passionnant. Et donc, du coup, j'ai préféré suivre les 4 ans d'art dramatique pour pouvoir justement, après, mieux faire travailler les comédiens et savoir jusqu'où je pouvais aller avec eux. Et tu as eu le sentiment d'atteindre cet objectif ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu mets en œuvre aujourd'hui ? Aujourd'hui, je le mets en œuvre. Ça a été le cas, par exemple, quand j'ai monté Aliénor d'Aquitaine. J'avais la comédienne qui était en prison et qui apprenait au fur et à mesure des années qu'elle passait en géole, d'apprendre que ses enfants mouraient les uns après les autres et qu'elle ne pouvait pas accéder aux enterrements de ces personnages. Et donc, du coup, il fallait que je retrouve ces sentiments au niveau de la comédienne. Je voulais vraiment qu'il y ait ces sentiments de retenue derrière, mais qui étaient dramatiques pour elle, parce qu'elle a passé quelques années quand même en prison et sans voir personne. Le seul fils qu'elle pouvait voir, c'était son fils aîné qui l'a libéré après, une fois que le roi était décédé. Et je voulais vraiment lui faire sortir les émotions au maximum. Et donc là j'ai travaillé. L'actrice, le comédien était venu. Elle me dit, tu sais, je suis fatigué aujourd'hui. Je dis, tant mieux, c'est comme ça qu'on va travailler. Alors. et du coup, donc on a commencé, tout comme ça. Puis je disais, non, ça va pas. Recommence. Là, c'est pas bon. Là, ça va pas. Il faut que ce soit comme ça. Ceci. Voilà. Et je suis tout comme ça jusqu'au jour où je l'ai poussée dans ses retranchements. Elle en pleurait sur scène. J'ai dit, voilà, t'as trouvé. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais, voilà. Tu pleures pour de vrai. Tu dois le jouer comme ça. Tu dois le jouer comme ça, un truc comme ça. Et donc, il y a un truc. Et au départ, elle me dit, t'étais dur avec moi, en fait. Mais après, elle est venue voir, elle me fait, tu m'as donné le meilleur rôle que j'ai réussi à faire. Et je suis, voilà. Et ça m'a. Et elle a joué combien de fois ? Et on a joué à peu près une douzaine de fois, parce que c'était des commandes, bien souvent, de spectacles qu'on nous demandait. Mais voilà. Mais c'était vraiment, voilà, jusqu'où, des fois, je peux pousser un artiste pour le faire sortir. Pour avoir ses propres émotions. Tu sais, ce que tu me racontes, c'est ce que j'ai vécu chez Hossein, en fait. Ouais. C'est ça qui est fou. Hein. C'est ce genre de choses que j'ai vécu chez Robert. Je l'ai vu faire. Ça fait du mal. Robert, il était pas. C'était pas un temps, il poussait bien. Il était adorable. Il était adorable. Un être humain vraiment. C'était vraiment un être humain. Il était vraiment formidable. C'est des fausses qualités. Mais il t'a aidé à te dépasser, à sortir de toi. Moi, j'étais assistant stagiaire et après, j'étais dans la salle pour faire réagir le public. Alors, ça allait. Mais je le voyais avec les comédiens. Ils me disaient, il faut que tu fasses comme ça, pas comme ça, les merdes et tout. Puis l'organisme. Mais c'était, voilà, mais c'était bien. C'était spontané. Bon, alors, cette fois, tu vois, Erwan, il arrivait, il prenait des. Tu as préparé le. Allez, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu en penses, Eric, David ? Allons-y. Hein. Pause musicale. Tu connais Bernard Lavilliers ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je connais Bernard Lavilliers. C'est une chanson que je chantais. Il va nous faire une imitation de Bernard. Une chanson que je chantais. Maudit guerrier. Allez, vas-y, renvoie. La nuit, au vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant, voudrait travailler au camp. Manger la scie rouge avec mes mains, travailler au camp. Si rouge et maintenant j'ai passé ma vie là, en ce lami noir, mes poumons au sang et mes colères noires.
l'horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge, saignent sur espoir. Soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, couchés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec des mains, travailler encore. Si rouge et maintenant je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je ne sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi. D'après les experts, je me fais produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire, qui deviens fou. Plus exister là, je peux plus habiter là, c'est plus à rien, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge. Acier rouge. Allons-y. Forger l'acier rouge, travailler encore, l'acier rouge, les mains d'or, allez à vous. Et on a eu les autorisations du curé et du diocèse de Senlis à l'époque pour pouvoir le faire. Alors ça discute là, on est de retour, on est avec nos auditeurs, on est en direct. J'ai assisté à une grande conversation entre David et Eric. Non mais attends, c'est super intéressant, c'est parce qu'on parlait de Robert Hossein, mais raconte, c'était formidable ça. Sur le spectacle qu'on avait monté aussi, c'était le procès de Gilles de Rais qu'on avait monté en 92 avec Yves Mariotti, et on s'était payé le culot, on s'est dit on va essayer d'oser faire le procès dans l'église. Et on a eu l'église de Survilliers, on a réussi à pouvoir le faire. On a eu des historiens sur le dos, quelques historiens, et puis vraiment des gens qui étaient très chrétiens et autres. On se les a mis un peu à dos. Mais la seule chose, parce qu'on voulait aussi rentrer à cheval jusqu'à l'hôtel. Et là, il nous a dit non, on va peut-être pas exagérer quand même. On voulait se faire le spectacle comme ça, mais le procès de Gilles de Rais s'est passé. Gilles de Rais était dans la chair, donc les gens du public étaient vraiment dans les travées. Et on avait, à l'hôtel, on avait toute l'Inquisition. Et on rentrait. Et moi, je me souviens d'une scène. J'étais comédien dessus. J'étais un des soldats qui venait faire l'arrestation de Gilles de Rais. Et je me souviens toujours de cette image des portes, des grandes portes de l'église qui s'ouvrent. On avait un gros projecteur de cinéma qui envoyait un halo jusqu'à l'hôtel. Et je rentrais avec toute mon armée dans l'église. On entendait le pas des bottes jusqu'à la chair de Gilles de Rais. Et là, le souffle, ça, les gens ne bougeaient plus. Et je déclame toute l'arrestation de Gilles de Rais et tout. Et il y avait de la musique. Musique composée et tout. Et c'était extraordinaire. Mais aujourd'hui, je sais que ça, c'est le genre de truc qu'on ne pourrait même plus. C'est fini, quoi. Et dans la salle, il y avait des réactions de gens qui... Après, j'ai eu des... Oui, après... Non, mais même pendant le spectacle. Parce que Robert, il y avait pendant le spectacle, il y avait des réactions. Oui, il y avait des gens qui étaient un petit peu choqués, surtout il y a des personnes qui avaient d'un certain âge qui sont assez pieuses et autres.
là, ça a jeté un froid, surtout qu'en plus, sur les grandes portes après, on avait aussi la salle de torture. Ah oui. Où on torturait la méfraie. Enfin, c'était quelque chose. Donc, c'est vrai que ça a posé un choc. Et en même temps, c'était remettre la véritable histoire de Gilles de Rais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bien ça sûr. a été quelque chose. Et dans ces nombreux projets, toutes ces réalisations, finalement, aujourd'hui, là, quel est ton répertoire préféré? Est-ce que tu es beaucoup plus dans les personnages classiques ou dans le théâtre contemporain? J'ai fait un peu de tout. J'ai joué dans Knock aussi. J'ai joué dans Knock aussi. Et, tu sais quoi? Alors je jouais, j'avais qu'un petit rôle. Là, je jouais le rôle du chauffeur, enfin vraiment du majordome un petit peu, qui faisait l'homme à tout faire. Mais j'avais vraiment aimé. Mais c'est vrai que je me suis plus mis vraiment sur le spectacle historique. Le plus grand rôle que j'ai eu, c'était dans En attendant les bœufs de Christian Daube, qui était où je jouais le rôle de Childéric II, où là c'était un spectacle qui durait 3 heures, j'étais 2h50 sur scène, donc à ne pas pouvoir sortir ni rien du tout, avec plus de 70 pages de texte, voilà, tout comme ça. Et puis il fallait rentrer dans le personnage, donc ça a été un gros travail, mais quand je travaille, moi je me mets à fond dedans, et puis après je prends un coach qui m'aide à rentrer dans le personnage, ainsi de suite, et puis après, voilà. Mais c'est vrai que je suis plus dans les personnages, le drame, la comédie, comme aussi dans Calamity Jane, où je jouais le rôle du général Allen, du général. Voilà, j'ai joué beaucoup de rôles comme ça. J'ai été cascadeur aussi, donc je me suis battu sur des combats. On avait sur les spectacles, je me montais aussi tout comme ça, où on partait en tournée aussi. On partait en tournée d'été, et on partait avec le spectacle Cartouche, par exemple. On a monté Cartouche, on partait avec des chevaux, d'une diligence, avec plein de... Et on a fait ça, on a monté Robin des Bois, par exemple, aussi, en énorme spectacle. Et on avait fait l'ouverture, justement, du parc Sherwood Park, c'est connu et il nous avait demandé, comme on était sur Robin des Bois, il nous a dit, vous pourriez pas faire une représentation. Donc on avait installé tous les décors en extérieur et autres, et on avait fait le spectacle dans le parc pour faire la promotion de leur événement. Mais voilà, c'est tous des spectacles comme ça. Donc là-dessus, et donc j'ai fait aussi cascadeur là-dessus, en combat d'épée, autres. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui. Quels sont selon toi, les éléments absolument indispensables pour réussir une bonne production? Déjà, des bons artistes, parce que après le reste, comme on dit, c'est de l'emballage. Après, parce que les décors, tout comme ça, moi-même j'ai fait aussi des décors, donc je sais ce que c'est aussi de monter des décors, c'est super sympa. Mais déjà, c'est d'avoir une bonne histoire, déjà à la base. C'est ce que j'allais dire. C'est une bonne histoire. Et ensuite, trouver les comédiens et les comédiennes qui vont donner toute cette intensité au personnage, ainsi de suite. Non, je disais ça parce que c'est Gabin qui disait, premièrement, une bonne histoire, deuxièmement, une bonne histoire, et troisièmement, une bonne histoire. Une bonne histoire, exactement. Et d'ailleurs, il y a une petite blague. C'est un soir, ils vont avec... comment il s'appelait, celui qui avait fait La Vachée de prisonnier, Non, le metteur en scène. Le metteur en scène. Ah, zut, j'ai plus son nom, le metteur en scène. Et puis Audiard, et ils vont chez Jean Gabin. Et Audiard lui propose un film, lui propose un truc. Il dit, voilà, alors, Jean, donc tu es un marin, et tu as... Déjà, l'histoire, elle commence mal, parce que Jean Gabin, il fallait pas partir trop loin de Deauville et tout ça, parce qu'il était chez lui. Alors, il dit, ça commence déjà mal, ton histoire, donc ça, je veux pas. Puis Audiard raconte un truc complètement cobolesque qui se passe à Trouville, ou je sais plus où. Et quand ils repartent avec le metteur en scène lui dit, mais tu m'avais pas dit que tu avais fait ça? Ah non, je viens de l'inventer. Il avait inventé le truc comme ça. Donc, une bonne histoire. Voilà, exactement, tout à fait. Toujours. Mais c'est ça, de toute façon, c'est clair que la base, c'est le scénario, c'est l'histoire. C'est l'histoire et les dialogues, c'est très important. Bien sûr, les dialogues. On parle d'Audiard, mais on peut parler de Prévert, de Janson, bien sûr, des gens qui faisaient des choses extraordinaires. Complètement. Finalement, tu es ce qu'on appelle un sirop de la ruche. Tu es un véritable autodidacte.
Oui. Tu n'as fréquenté aucune école de cinéma? Non, voilà, j'ai fait la formation militaire du cinéma. Après, j'ai fait formation de comédien, mais j'ai pas fait le cours Florent, j'ai pas fait le cours Simon. Au cours Simon, j'ai dû faire 3 mois, et quand j'ai vu qu'il me prenait beaucoup de sous, je trouvais qu'il prenait pas mal de sous. Mais c'est surtout que je disais tout à l'heure. et quand je suis parti, ils m'ont retenu en me disant: mais pourquoi vous partez? Je dis: vous avez pris beaucoup d'argent, c'est bien, sauf que j'ai rien appris. Ça a été pareil pour moi quand j'ai fait les cours. Il se trouve que c'était chez Périmoni. Et en fait, j'ai beaucoup plus appris chez Robert Hossein. Et je pense qu'on apprend. Après, il y a des techniques, il y a des petites choses que tu peux apprendre, mais il y a des trucs que tu apprends sur le tas, tu apprends avec les gens. Il y a beaucoup de choses. Et puis moi, ça me disait, j'ai vraiment tout appris avec Philippe Touzet. Il m'a dit: je vais te former, je vais pas faire semblant. Ouais. Et donc, pendant 4 ans, ça a été intense au niveau de l'improvisation. Ah oui. L'impro, c'est vrai que on n'en parlait pas tout à l'heure, mais c'est très important. Ah, mais aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est très... Mais je pense que ça a toujours été important. Ça a toujours été important, mais à l'époque, on avait les souffleurs. On avait les souffleurs qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est fini. Oui. Maintenant, si on ne fait pas d'improvisation, on est un peu perdu. Alors, tu sais, Galabru, quand il ne savait plus son texte, il disait: ah, oh là là, machin et tout. Puis David, on a réussi à mettre la main, à localiser Nathalie Boileau. Il y avait longtemps. Nathalie Boileau, comment ça va? Oui, je sors de tournage là. Oui. Ah, Comment ça va? Ouais, nous, ça va très bien. On est en entretien avec Éric Lemignon. Là, on est en train de parler de son histoire, qui est très singulière d'ailleurs. Et on s'est dit: allez, on va déranger Nathalie Boileau. Ah oui, on s'est dit: on va l'appeler. Écoute, on a un invité ce soir là. C'est une résurrection. On va l'appeler. Puis la Boileau, on l'a pas eu au téléphone. Alors on a attendu qu'elle rappelle. Et elle a rappelé, heureusement. Parce que dis donc, hein. Ah là là. Qui c'est qui parle là? C'est qui? C'est David, notre imitateur. C'est bien ce qui me semblait. Ah oui. Alors tu étais sur scène ce soir? Non, tournage. Non, tournage. Pas sur scène, je sors du tournage à l'instant. Oui. Je tourne avec Samantha Régnier, qui est exceptionnelle. La fille d'Yves Régnier. Très bien. Ouais. A écrit un court-métrage pour une sélection à Madrid. Donc voilà, je sors du tournage à l'instant. Et alors quel rôle tu joues là-dedans? Alors écoute, j'ai une transformation physique totale. Parce que je suis en tenue cabaret. Je suis avec... Ah, mais on a vu les images dans les réseaux sociaux. On t'a vu dans les réseaux sociaux? En cabaret? Oui, je suis en barésie avec un... Oui, en barésie. Un short. Oh, ça, c'est très bien. Oui, ça, c'est très sexy. Bien. Hein. Ouais. Mais alors, parle-nous un petit peu de ton spectacle Seul en scène, là, ça en est où? Tu joues beaucoup en ce moment, tu couvres beaucoup de scènes. Senonches le 30 oui, septembre. Nathalie Boileau donne tout sauf la recette, continue son envol. Donc je vais être en province, je vais être à Besançon, je vais être dans l'Eure-et-Loire, je vais être à Paris, à la Divine Comédie, je vais être à Chambéry, je vais être dans l'Orne, à Châteaudun. Voilà, j'ai toute une série de dates. Donc, je suis très heureuse. Et puis, j'ai été engagée dans une pièce, Croque-Monsieur, la pièce qu'avait jouée Jacqueline Maillan. Et le rôle avait été repris aussi par Fanny Ardant. Et moi, j'interprète le rôle de Valérie. Et ça, on va le jouer en tournée. C'est une femme qui est assez connue dans le milieu, qui s'appelle Marguerite Marie-Lozac. Elle joue avec la fille de Stone. Qui m'a engagée. Ah oui, d'accord. Et c'est génial parce que c'est une troupe, donc ça me change de mon... Du seul en scène, ouais. Et entre autres, il y a quelqu'un que tu connais, il y a la fille de Stone qui joue, qui est charmante. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'on était en train de dire juste. Sa fille, elle adore. D'accord. Et faut discuter longtemps. Et j'ai vraiment rencontré une très bonne camarade, elle est superbe. Puis il y a des anciens de la Comédie Française, il y a une troupe, et c'est formidable parce que ils m'ont tous très bien accueilli.
ils m'ont beaucoup porté. Je me rappelle la première, ils étaient dans la loge et ils me disaient vas-y, oh, c'est génial, tu sais, tu montes sur scène. Ah bah c'est très bien. Alors tu sais, il y a notre invité principal ce soir, c'est Éric Le Mignon. Éric, il y a Nathalie en direct là. Est-ce que tu veux lui dire un mot? Oui, alors ça s'est bien passé. Tu as entendu? Oui. Ah oui, c'est pas lui, c'est David. Non, c'est moi, je te rassure. C'est Éric. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, tu reconnais pas ma voix? Il est déçu, hein? Il est déçu, tu reconnais pas sa voix. Moi, je t'aurais fait Louis Jouvet, par exemple. Ça s'est très très bien passé. Je dois t'avouer que j'ai eu beaucoup de succès parce qu'ils m'ont fait une vraie transformation. Je suis brune et en fait la métamorphose du personnage était assez crédible. Et donc, non, c'est super. Bon, par contre, je suis un petit peu à ramasser à la petite cuillère parce que c'est une très longue journée. Ça demande de l'énergie, ça demande une transformation. De la force, bien sûr. Ouais. On a un invité là sur le plateau ce soir. Il est bien voulu, il a accepté notre invitation et il voudrait te poser une question. C'est Louis Jouvet. Alors, c'était comment cette transformation, cher ami? J'aurais voulu savoir comment tu as fait pour te transformer. Raconte-nous tout. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Ah oui. Écoute, mon cher ami Jouvet, je vais vous répondre. Je dois avouer que grâce à cette transformation physique, tout d'un coup, j'ai vu le personnage apparaître. Et même que il y a des gens qui m'ont vu après quand j'ai enlevé la perruque et qui m'ont dit « Ah ouais, quand même !» Ah ouais. Non, donc la transformation avec le costume et l'apparence, le cheveu, tout d'un coup m'a transfiguré. Et bon, j'ai de la chance parce que j'ai fait beaucoup de danse et je m'entraîne encore, donc demain, je dois faire un grand écart, je dois faire un numéro de danse à la cabaret. C'est très bien. On connaît Nathalie Boileau, hein. Si on ne lui reprend pas les rênes, elle est capable comment elle est inépuisable, elle est capable d'y passer la nuit. Là, notre invité principal ce soir, c'est Éric Mignon, n'est-ce pas? Voilà. On t'a fait un petit coucou, simplement. Des amours. Ça nous a fait très plaisir que tu répondes et que tu t'entretiennes un petit peu avec nous. Quelle est la date prochaine, la plus proche, là? 30 septembre. La plus proche de mon spectacle, oui. C'est il y en a une le 20 septembre et il y en a une très importante le 30 septembre. Le 30 septembre à Senonches. À Senonches, dans l'Eure-et-Loire. Ensuite, le 14 octobre à Besançon. Après, à Paris. On pourra suivre sur les réseaux. Mais en tous les cas, je voulais juste vous dire... je vous adore. Continuez à faire ce beau travail artistique. Bravo David. Merci. Éric Le Mignon est extraordinaire. Merci. Prenez soin de vous. Et ne le dites à personne, mais vous êtes extraordinaire. You are wonderful. Bon, moi alors maintenant, j'aurai une dent contre toi, on réglera nos comptes. Ah, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben j'ai entendu, elle vient de dire à l'instant, bravo David, continue, Éric Le Mignon, félicitations. Même pas souligné le prénom, rien du tout. Il y en a qui ont essayé, mais ça m'a abandonné. Pas du tout. Et le wonderful Rabat. Voilà. Plaisantais. Bon, Nathalie, on te fait de... Que ferait-on sans toi? Que ferait-on? Non, fais pas trop non plus. Hein. On rajoute. Bon, écoute, on te fait de gros bisous, on pense bien à toi. Rassemble toute ton énergie et puis on se voit très bientôt. Et merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. D'accord? Allez, salut les amis. Allez, bonne soirée. À bientôt. Merci. Radio Armada. Au revoir l'artiste, on t'embrasse. Salut. Au revoir. Salut, bye bye. Hop là. Eh bien, c'est formidable. Hein? Oui, on lui a fait quelques petites misères gentilles. Alors, sur le plan humain, si tu devais te définir, tu connais tes qualités, tu connais peut-être tes faiblesses? Alors, mes qualités, trucs comme ça, moi, comme je dis toujours, je travaille avec mes propres valeurs.
J'ai beaucoup de valeurs, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la bienveillance, le respect, l'honnêteté, la sincérité et l'amitié aussi avec les artistes. Voilà, ça c'est important pour que justement, pour arriver à faire travailler les artistes correctement et ainsi de suite, ça c'est important. Moi je veux aussi reprendre, même en tant que manager, le but c'est d'être honnête. Moi, je veux remettre un petit peu, j'en ai un peu marre des étiquettes collées des managers ou des agents qu'on traite d'escrocs, ainsi de suite, parce qu'ils prennent trop par rapport aux artistes, ainsi de suite. Moi, ça, non, je veux montrer qu'il y a aussi des agents ou des managers qui sont très bien et qui aiment leur métier et qui aiment leurs artistes et qui respectent leurs artistes aussi. En tout cas, tu connais bien les dates, mieux que l'artiste. Oui, parce que en plus on vient de travailler dessus sur les dates. C'est drôle parce que Nathalie cherchait et lui, c'est telle date sans regarder rien. Donc tout est clac. C'est bien. Oui, parce que je suis obligé de suivre aussi un petit peu là-dessus, même pour les autres artistes aussi. Mais c'est vraiment le but, c'est vraiment d'être travaillé, tout comme ça. Donc voilà, moi j'ai des qualités là-dessus. Après, si j'ai des défauts, c'est que je suis des fois. Peut-être pas des défauts, ils ont quelques faiblesses peut-être. Ouais, enfin les faiblesses, c'est d'être peut-être un peu trop gentil des fois. Ouais. C'est un peu le. Je pense qu'il vaut mieux être gentil. Mais voilà, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Je préfère être gentil que d'être dur sans arrêt. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Voilà, je suis quelqu'un aussi qui apaise beaucoup parce que, comment dire, moi, je prends les choses telles qu'elles viennent. C'est-à-dire que quand un artiste, des fois, est un peu stressé ou autre comme ça, d'essayer d'arriver à les canaliser parce que, moi, je suis plutôt dans le calme. Me dire, on prend les choses comme il faut, s'inquiète pas, ça va bien se passer. On prépare de façon à ce que ce soit bien pour n'importe quel artiste. J'en ai plusieurs comme ça qui sont très stressés et donc ont besoin qu'on les canalise là-dessus. Donc ça, c'est un peu, ça fait partie de mon métier aussi là-dessus, de pouvoir les aider à ça. D'accord. On s'écoute une petite chanson. Allons-y. Alors, quelle chanson? Oui, c'est Renaud. C'est quoi le titre? Vu qu'il est breton, je me suis dit on va prendre une chanson de marin. Bien. Oui, merci. Très belle chanson. Merci infiniment. On va pas tarder à se séparer. Je dis pas tarder, j'ai pas dit tout de suite. Enfin, avant, on va quand même attaquer avec une chanson, la chanson avec laquelle on s'était retrouvés il y a 2 ans. Ta-ta-ta, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu jaune contre une paire de Lockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne battant au port, au bout de la jetée, l'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bise d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer,
c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux 4 vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux 3-mâts, fin comme un oiseau. Mais tabarly, pachot, Kersozon et Riguel navigue pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin. Je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de la fin. Voilà. Ah, oui, pendant les chansons, les pauses musicales, vous savez, si vous saviez le débit qu'il y a autour de moi, là, j'ai l'impression qu'ils se sont pas vus depuis au moins 30 ans, ces deux-là. Parce qu'on a des choses, on a des points en commun aussi. Mais c'est très bien, c'est le même qu'on ne peut pas brancher en direct, sans vous prévenir. On n'entend plus Renaud, alors après. Et en fait, Erwan, il baisse Renaud carrément, puis nous, on parle. Voilà. Et Renaud fait... Eric, oui. Y a-t-il dans ton historiographie, dans ta culture, un film ou une pièce de théâtre culte qui serait une sorte de référentiel dans lequel tu reviens régulièrement, qui alimente un petit peu ton univers, ton inspiration? Au cinéma, j'ai pas un film plus qu'un autre. Je suis très cinéphile. Hein. Alors, j'adore le cinéma, c'est parce que je m'inspire beaucoup aussi, même ne serait-ce que pour créer mes décors ou pour créer dans les spectacles, comme ça. Je me base beaucoup sur des scènes de films aussi qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, je vais dans tous les registres du cinéma. Je sais qu'il y a un film que je regarde en boucle en permanence, c'est Apollo 13. Ah oui. C'est un film que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Après, il y a comment dire Armageddon, enfin tous les films comme ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, je suis très science-fiction. Alors Armageddon, fantastique aussi. Mais c'est pas celui avec Delon et non, c'est celui avec Bruce Willis. Avec Bruce Willis. Il y a eu un Armageddon avec je crois que c'est Delon et Jean-Yann, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je pose. Non, là c'est vraiment celui avec Bruce Willis. Et au théâtre, j'aimais bien tout ce qui était le théâtre des vendredis soirs qui se passait à l'époque. Le Canard à l'orange, Michel Roux, qui était pour moi un des grands de l'humour que j'adorais. J'ai même été voir sur scène et c'était génial. Moi, j'avais adoré. J'en ai revu quelques-uns parce que ça existe en DVD. Oui, et alors il y a un truc qui n'existe, que je pense n'existe plus aujourd'hui, qui existait à l'époque, c'est que quand les vedettes de spectacle arrivaient, on applaudissait. Oui, exactement. Et je crois que ça n'existe plus. Au début, à la fin.
Oui, mais au début, quand Jean Lefebvre il arrivait, il faisait oh bah je sais pas, alors machin, puis tout le monde on applaudissait. Jean Lefebvre il faisait son truc. Mais il y avait toujours un truc qui arrivait. Il disait une phrase du genre oh bah c'est pas facile de se garer chez toi, puis les gens applaudissaient. Et ça c'était le truc. Exactement. Ça n'existe. Enfin, je pense pas que ça existe encore ce genre de choses. Non, maintenant c'est vrai que c'est un peu. Mais je dirais que c'est quand les gens, ils viennent voir une pièce, mais il y a plus cette ambiance qu'il y avait quand on y allait nous, quand on était gamin. Je me souvenais, c'était l'événement, c'est-à-dire qu'on s'habillait même pratiquement, on était en costume, on s'habillait, on allait au théâtre, c'était un événement. Je me souviens avoir été voir Le Don d'Adèle avec Micheline Dax, qui était pour moi une grande comédienne. Moi j'ai vu Madame Dracula avec elle, c'était génial, elle sifflait aussi, extraordinaire. Son sifflet était vraiment reconnu. Moi j'avais été voir Jean Lefebvre. Ils sont intarissables tous les deux. La prochaine fois, vous faites une émission tous les deux. J'ai vu Jean Lefebvre. Dans le même registre, y a-t-il une phrase, une expression, que ce soit encore le théâtre ou le cinéma, qui t'est resté à l'esprit, qui t'a marqué, que tu utilises de temps en temps? Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. J'ai pas forcément des... moi, la phrase que j'ai souvent, tout comme ça... moi, sur les classiques, non, pas plus que ça non plus. J'ai travaillé Molière, Shakespeare, j'ai travaillé pas mal. Mais je dirais que j'ai pas vraiment une phrase plus qu'une autre qui va me servir plus, que je vais dire tout comme ça. Moi, là aussi, je dirais, s'il y avait une phrase que je sors beaucoup, qui est surtout quand les gens, j'aime bien que les gens soient à l'heure. Je leur dis toujours, être à l'heure, c'est déjà être en retard. C'est vrai qu'il y a une expression. Voilà, je dirais que c'est à peu près la seule pour lequel, sinon, non, j'ai pas vraiment de répliques spécifiques qui vont me marquer plus que d'autres. Mais de la vie dans ton art et de l'art dans ta vie. Voilà, tout à fait. Phrase de Gouvet. Exactement, voilà. Je sais plus quel film. Mais oui, il y a Entrée des artistes, je crois. L'entrée des artistes, ouais, tout à fait. Ouais, c'était ça. Quels sont, selon toi, les avantages, les défauts et les désavantages, peut-être, de ce métier de comédien? Les avantages aujourd'hui, c'est plus comme avant. Enfin, je dirais vraiment, là, on a tourné. Je crois que le monde est en train de tourner, est en train de changer. Moi, je travaille beaucoup aujourd'hui avec les jeunes, parce que comme je dis, c'est l'avenir de demain. Moi, j'ai mon fils qui a joué dans mon dernier spectacle, Zorro, et qui est dans le milieu, puisque lui, il est cascadeur. Et lui, il me dit qu'aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, on va pas facilement voir une pièce ou un humoriste. Il faut vraiment tout. Le problème, comme je dirais aujourd'hui, ce qui a fait, si on peut se permettre, qui a fait du tort, YouTube, toutes ces plateformes-là, qui aujourd'hui pénalisent les artistes parce qu'on met les spectacles en entier. Et beaucoup de jeunes me disent aujourd'hui, pourquoi on va aller s'embêter à aller dans des salles alors qu'on les a gratuitement sur les réseaux? C'est pas pareil, c'est ce que je leur dis. D'aller voir un spectacle. C'est pour ça que je prône un peu partout, même dans mes cours aussi bien les cours de théâtre. Quand j'ai monté le dernier spectacle Zorro, il y a des classes qui sont venues, parce que c'est en extérieur, des décors énormes. Et là, j'ai des gamins qui sont venus, les profs disaient, est-ce qu'on peut voir un peu, parce que c'est spectaculaire de voir des constructions de décors pour ce spectacle. Et je fais passer les messages en disant en montrant aux jeunes, en leur disant, voyez, aujourd'hui, vous avez vu les décors, c'est magnifique, c'est beau. Vous savez qu'un spectacle, dans les spectacles, on fait travailler des milliers de personnes. Bien sûr. Vous avez vu, là, il y a des menuisiers, il y a des ingénieurs, il y a des ingénieurs du son, il y a des éclairagistes, il y a des costumiers, il y a des danseurs, des chorégraphes, il y a plein de monde. Et je dis, si demain, vous n'allez plus dans les salles, vous n'allez plus dans les salles de cinéma, il n'y aura plus de spectacle. Il n'y aura plus de spectacle. Vous allumerez la télévision, vous aurez un écran noir, vous saurez plein de choses. Oui, et puis le peu de paroles que j'ai donné, le soir même, des mômes rentraient chez eux et disaient à leurs parents, bon, on va aller voir Zorro parce que sinon on va faire mourir les artistes. Oui, c'est les parents qui viennent me voir après, ils me disent, vous avez bien fait passer le message. Je dis oui, non, mais je dis, c'est pas que passer le message, c'est la réalité aujourd'hui.
Puis un monde sans culture, de toute façon. Et puis je dis de toute façon, voilà, c'est la dictature. C'est la dictature. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je prône à fond. C'est très important, les artistes. Ah, mais complètement. C'est très important. Et je défends le milieu artistique. Et comme je dis toujours, quand on veut, comme on disait tout à l'heure, quand on veut détruire un peuple, on détruit d'abord sa musique, ses artistes, sa lecture. On détruit bien la culture. Et les artistes, c'est la culture. Et c'est vrai que... il y en a certains qui disent des trucs qui ne plaisent pas à tout le monde, mais bon, l'artiste aussi est là pour, même en faisant rire un truc, mais pour faire passer des messages. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis après, on est là pour faire rêver, on est là pour... bien sûr. Pour donner du bonheur aux gens, pour leur apprendre des choses. Bien sûr. C'est important. Et c'est vrai qu'on le ressent aujourd'hui, même dans les cours de théâtre. Hein, on a beaucoup moins de monde aujourd'hui. Ça réduit. Alors qu'il y a 10-15 ans, moi je donnais des cours même dans les écoles, dans les collèges, un peu partout. Eh bien, il y avait du monde. Oui, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on leur a fait penser, on leur fait croire que c'est facile. Et avec tous ces youtubeurs, toutes ces conneries, là, les je sais plus comment ils appellent ça, les influenceurs, ça. Ils ont l'impression que tout est facile. C'est pas facile. Non, c'est un vrai non, mais c'est un vrai métier. C'est ce que j'ai. Un autre problème, ce que souligne Eric, c'est aussi la qualité, la médiocrité. Comment dans beaucoup de domaines, il y a un appauvrissement de la culture. Ah, mais complètement. On est dans une forme de consommation excessive. Écoute, dans la musique, n'importe quoi. Dans la musique, regarde, moi il y a un truc qui me choque. Je le dis pas quand on est dans certaines émissions machin, mais c'est pas que ici, il y en a partout. On dit plus envoie la musique ou j'ai fait une musique, j'ai fait un son. Oui. Envoie le son. Oui, mais maintenant on a des trucs. C'est aux ânes qu'on donne du son. Enfin, bien sûr. C'est plus de la envoie le son, c'est quoi ça? Alors bien sûr. Ça y est, j'ai envoyé le son, les gars. Mais voilà. Et c'est de la musique. Bien sûr. Envoie-moi la musique, s'il te plaît. Envoie-moi voilà. Envoie le son. Bien sûr, mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Faites du bruit pour machin. Applaudissez. Faites du bruit, ça veut dire quoi? N'importe qui fait du bruit, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Non, mais une question concrète et importante. Est-ce qu'il est facile non. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier aujourd'hui? Vivre de son métier aujourd'hui, moi, quand les jeunes viennent me voir pour me dire, voilà, je veux devenir professionnel, je voudrais être comédien ou acteur, enfin, je leur dis toujours, déjà, continuez vos études jusqu'au bout. Faites votre passion. Attention, faites-la. Vivez votre passion, vivez votre rêve. Si c'est votre rêve, votre objectif, faites-le. Mais prenez un autre métier. Ayez un métier en parallèle, parce qu'on ne sait jamais du jour au lendemain. C'est pas un métier facile, parce que justement, je leur dis, il y en a peut-être qui vont percer tout de suite, et puis il y en a d'autres qui vont peut-être mettre 10 ans, 15 ans, ou d'autres qui ne vont jamais percer. Donc c'est un métier qui aujourd'hui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Aujourd'hui, il faut trouver... aujourd'hui, comme on a l'impression d'entendre partout, pour se faire connaître, il faut créer le buzz. J'entends ça partout. C'est grave, quoi, quand même. Bien sûr. C'est grave. Quel est d'ailleurs, de ce point de vue, parce que là, il est 8h30, ça y est, ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. 1h15 qu'on est ensemble. Hein. Tu te rends compte, c'est incroyable. On peut continuer. Ça passe très vite. Toute la nuit. On peut continuer. Quel est ton point de vue sur l'avenir du cinéma et du théâtre? Je pense qu'il y aura toujours un avenir, parce que le cinéma, le théâtre, on en a tous besoin, puis on a besoin de ça pour se distraire. Bien sûr. Besoin. Il y aura toujours, mais je pense il va falloir trouver des nouvelles façons de prôner le cinéma, la façon de travailler, se réinventer, quoi. Comme on dit toujours, de toute façon, dans ce métier-là, il faut se remettre en question sans arrêt. Et je pense que là, on est en pleine remise en question. Alors pour le cinéma, c'est vrai qu'il y a un truc, j'en fais un peu partie aussi, mais on a acheté des grandes télés avec des barres de son formidables, et c'est vrai qu'on va un peu moins au cinéma. Alors on a les DVD, on a tout ça, donc après il va falloir voir à faire ça peut-être autrement. Mais c'est vrai que après c'est une question de faire passer les choses.
Moi aussi, j'ai une grande télé, je suis cinéphile, je dois avoir à peu près à la maison, je dois avoir à peu près 1200 ou 1300 films. Et on a beaucoup de points communs. Mais par contre, je m'empêche pas d'aller au cinéma. Ah oui, non, moi non plus, j'y vais de temps en temps, mais... C'est d'arriver justement à faire sortir. Et c'est les jeunes, il faut arriver à faire passer ces messages-là. C'est-à-dire que même si j'ai la possibilité d'aller dans les collèges, dans les écoles, je fais passer les messages. Parce que ça, c'est hyper important. Il faut que les jeunes ressortent. Moi, je le vois, même les jeunes aujourd'hui, quand ils doivent, même déjà, ne serait-ce que même pour professionnellement, je le vois avec mon fils, je le vois avec ses amis autour, aujourd'hui, ils n'ont même plus envie d'aller bosser. Ben oui. Parce que, avec le Covid, ils ont tellement connu le télétravail, qu'aujourd'hui, quand il faut aller 3 jours d'affilée au boulot, tu te rends compte, il y a les trains, il y a machin, tout comme ça. Je dis, t'imagines que moi, pendant 16 ans, je vivais à 300 ou 400 km/h dans tous les sens, avec un boulot pour gagner ma vie, et en plus, les spectacles de soir, je faisais tout de façon à pouvoir gérer. Il me fait, ah ouais. Je dis oui, on n'avait pas le choix, faut le faire. Et puis c'est créer aussi du lien social, quoi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le lien social, les gens deviennent de plus en plus agressifs, se côtoient plus. Ce qui est marrant, c'est que les gens ont du mal à se rencontrer. Oui. Par contre, ils sont sur le portable et vite, on va aller regarder si quelqu'un nous a répondu sur site de machin, site de truc. Exactement. Ils ont quelqu'un en face d'eux qui peuvent rencontrer. Absolument. C'est le délire en ce moment. Mais alors, il paraît que les jeunes, alors ça tu pourras me dire, mais ils regardent même plus la télé. Non. Ils sont sur le téléphone, ils ont même plus besoin de télévision. Ah non. Moi, j'ai mon neveu qui me disait ça, on s'en fout de la télé. Nous, on a des codes, des machins, je sais pas ce qu'ils ont. Oui, ils regardent ça sur leur mon fils, en parallèle d'être cascadeur, il a son master d'informatique, où il travaille en parallèle pour gagner sa vie en parallèle. Et il me dit, mais la télé, ça nous sert à rien, c'est ringard tout ça aujourd'hui. Ouais. On a tout sur les téléphones. Oui, mais c'est pas pareil. C'est ce que je te dis. Mais il est où le contact avec les gens? Je dis, vous êtes tous en train de devenir individualistes. Et c'est pas bon. Alors qu'aujourd'hui, c'est, comme je dis toujours, aujourd'hui, il faut se rassembler. Faut s'unir pour pouvoir continuer ce métier aussi. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a créé comme la plateforme d'Unissons les Arts. C'est comme ça qu'il y a la Sparkle Dream. C'est des plateformes qui vont permettre justement de recréer à tous les artistes pour qu'ils viennent tous ensemble et pourquoi pas travailler ensemble. On va devoir travailler différemment. On peut être indépendant et travailler. Et de la mise en réseau, c'est-à-dire qu'on leur fait... justement, il y a même là, il n'y a pas longtemps, c'est sur Messenger, il y a un artiste qui a joué dans les Tuches, qui prône en ce moment une plateforme, parce qu'il en a marre de voir toujours les mêmes au cinéma, les machins, trucs comme ça. Et donc, il est en train de faire un peu une révolution là-dessus. Et du coup, je l'ai contacté, truc comme ça. Il m'a dit, là, je suis en tournage, mais dès que je suis comme ça, hop, je te recontacte. Mais voilà, parce qu'il veut aussi de ce côté-là que ça change, c'est-à-dire mettre une plateforme avec des artistes qui ne sont pas connus, mais qui ont envie de faire le cinéma et qui sont acteurs pour les faire découvrir. Le problème, c'est qu'on a pris beaucoup de fils d'eux. Alors, j'en souviens, mais on a pris beaucoup de fils de machin, les copines de je sais pas qui, le truc, et on met toujours les mêmes, avec des films pas toujours très intéressants, parce que le film français, aujourd'hui, les problèmes de l'autre qui a pas, je sais pas fait quoi, l'autre qui a le sida, l'autre qui a le truc. Il y a un moment, on en a marre. C'est toujours la même chose. On vit soit c'est le film policier, ou soit ça se passe dans les hôpitaux. Donc, oui, voilà, c'est ça. Ou alors, et quand ils essayent de faire du comique, c'est vulgaire et grossier en général. Et voilà, ça après, il peut y avoir des choses marrantes. Après, il peut y avoir des trucs, mais ça reste toujours identique. Puis le problème en France, tout comme ça, c'est que, moi, je suis très polyvalent dans le métier. Quand je rencontre des gens, bien souvent, qui me disent « Ah ouais, mais t'es polyvalent. » ça plaît pas. Ça plaît pas en France. Mais faut que tu dises un truc. Allez aux États-Unis. Vous allez voir, ils savent tout faire. Vous allez en Angleterre, c'est pareil, ils savent tout faire aussi. Donc, je dis, il faut savoir tout faire. Parce que je dis, en plus, c'est ce qui vous fera vivre dans votre métier. Parce que je dis, si jamais, en tant que comédien, ça ne fonctionne pas, t'es auteur, t'écris. Si t'es auteur, ça marche pas, t'es décorateur, tu te mets décorateur. Il y a toujours une possibilité pour te maintenir et continuer dans le métier. Ou alors, on va te respecter. Si t'es un type qui s'appelle Aldit Varda, par exemple, qui est très bien, qui est un comédien, qui écrit, qui machin, puis ça
comme ça marche super bien, tout le monde va lui lécher les bottes et tout. Voilà. Et puis si un jour ça marche plus, bon, j'espère pour lui que ça marchera toujours. Bien sûr, mais c'est vrai que voilà, on se fait respecter que si ça marche, mais tant que ça marche pas ou que c'est pas le cas. Oui, tout comme ça. Ils regardent même pas, ils écoutent pas. On a toujours des critiques. Éric Lemignon, c'était vraiment sympa d'accepter cette invitation. On a passé 1h15, presque bientôt, dans 5-10 minutes, 1h30. Wow. On a passé un bon moment. Super, vraiment un très bon moment d'échange avec toi, franchement. Et on va te réinviter. Avec grand plaisir. Et je serai là. L'actualité, et puis faire la promotion aussi de mes artistes aussi qui sont en promo, parce que j'en ai pas mal aussi, tout comme ça. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Et si justement, je suis pas sûr, s'il y a des salles qui veulent accueillir les artistes ou autres, parce que j'ai des spectacles à placer. J'allais te le proposer, j'allais te dire, Éric, je te laisse la conclusion. Adresse-toi si vous êtes, vous détenez des salles dans n'importe quelle ville, n'importe où en France, où vous cherchez des spectacles, contactez-moi par rapport à théâtre-and-coach.fr. Ça permet de prendre contact et de pouvoir essayer de voir placer des spectacles, parce que j'ai pas mal d'artistes qui ont envie de tourner aussi et qui aimeraient bien. Et aujourd'hui, comme c'est de plus en plus difficile, si vous avez des salles, n'hésitez pas, parce que j'ai aussi bien des magiciens, j'ai aussi j'ai une artiste comédienne qui s'appelle Marie-Cécile Guéguin, avec un super spectacle. D'ailleurs, ce serait très bien de pouvoir un jour, si vous voulez, l'inviter, parce qu'elle est super. Elle est dans une pièce qui ça pourrait être comme ça, et avec le metteur en scène qui s'appelle Gianni Corvi. C'était à l'Auguste Théâtre, et elle jouait dans un spectacle. Là, ça va reprendre en septembre. Et pareil, je cherche des salles aussi pour les faire tourner sur ce spectacle-là, qui est Marie-Madeleine ou le Salut, qui est un seul en scène sur la vie de Marie-Madeleine, et avec une belle vision de Gianni Corvi en tant que metteur en scène. Et j'ai trouvé vraiment le spectacle. Ça dure 1 heure, et j'ai pas trouvé le spectacle long, mais vraiment sur la vie de Marie-Madeleine, une vision différente de ce que l'on pourrait voir. Et après, ils en font même un débat sur la possibilité de est-ce que Marie-Madeleine était vraiment une prostituée, est-ce qu'elle était vraiment la femme de Jésus, ou celle qui attendait cette passe-là, ainsi de suite. Et donc voilà, j'ai pas mal d'artistes à faire passer, tout comme ça. Donc voilà, dont Lina, plein d'autres. Éric Lemignon, tu débordes d'énergie, de passion, oui. Un bouillon vivant de culture. Comme me disaient les jeunes, il faut arriver à te suivre. On a essayé de te suivre pendant 1h30 là, ça va, on s'en sort pas trop mal, hein, David. Oui, puis en plus nous deux, on connaît plein de trucs. En fait, chers auditeurs, il y avait 2 émissions dans l'émission ce soir. J'ai assisté aux 2. Tranquille. Robin, il a été tranquille, il a laissé, il fait bon, alors allez-y. Allez-y les gars. Chers auditeurs, on vous salue. Merci d'avoir été à nos côtés pendant ces 2 heures. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel artiste. J'ai plus en mémoire le nom, mais ce sera affiché dans les réseaux comme d'habitude. Voilà. Et Eric reviendra donc avec plaisir. Mais bien sûr, avec bien grand sûr. plaisir, si vous c'est un engagement. Ce sera un grand plaisir de revenir. On se verra régulièrement. Absolument. Au revoir à tous. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.